Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une exposition de Zarbiya et de Hanbal, le tapis et le Hanbal marocain. Zarbiya, vous connaissez le tapis, vous connaissez les tapis. Oui. Mais par contre, est-ce que vous connaissez le Hanbal? Ce que c'est que le Hanbal? Non. Alors le Hanbal, il y a des étrangers qui l'appellent le Kili. Or, le vrai nom, c'est le Hanbal, c'est pas le Kili. Alors, le Hanbal, nous avons l'occasion maintenant de voir un petit peu ce que c'est que le Hanbal, comment se fait le Hanbal et comment se prépare Zarbiya. À travers cette visite que nous allons voir un petit peu le rôle très important de la femme marocaine, et notamment la femme de la campagne, même partout. C'est-à-dire que dans les villes, on a déjà vu la broderie, les femmes faisaient de la broderie. Quand elles avaient préparé à manger, ils ont fait le parterre, tout ce qui s'ensuit. Par la suite, la femme prenait son métier, ce qu'on appelait le brahma, et elle commençait à broder pour ses filles, pour les besoins de la maison. À la campagne, c'est un petit peu pareil, mais c'est plutôt Zarbiya ou le Hanbal. Donc les hommes ne confectionnaient pas Zarbiya ou le Hanbal jusqu'à de nos jours. Hein. Sauf ce qu'on appelle les tchasher. C'est pas l'équivalent d'Yel les Badaba, mais tchasher, c'était fait par les bergers quand ils n'avaient rien à faire. Ils gardaient les troupeaux et ils fabriquaient pratiquement, ils confectionnaient des tchasher. Toutes les opérations de la préparation du Hanbal ou de Zarbiya, c'était la femme qui s'occupait de ça. On a les moutons, les hommes tendaient les moutons, ils enlevaient la laine, c'est ça la tendaison, c'était généralement au printemps, et c'était jour de fête. Et la femme, par la suite, prenait la laine et elle commençait à la traiter. En premier lieu, elle commençait à enlever les grosses saletés de la tendaison et par la suite, elle allait au bord du lac pour laver la laine jusqu'à ce qu'elle devienne éclatante, blanche. Par la suite, il y a d'autres opérations avec un matériel bien déterminé. Il y a ce qu'on appelle le shtar au début pour enlever s'il y a d'autres saletés qui collent à la laine. Par la suite, on faisait passer cette laine dans ce qu'on appelle le krachal. Le krachal, c'est pour que la fibre soit très longue. Et après le krachal, on faisait l'rzil. L'rzil, c'est-à-dire qu'on transformait ces fibres tout simplement en fil de laine. Ce sont ces fils-là en fil de laine ou de coton, parce que même le coton, on l'utilisait pour la trame. Et cette fibre-là, ces fils-là, on prenait de la teinture pour les teindre dans différentes couleurs que vous voyez déjà. D'accord? Ce n'est qu'une fois tout ça fait que la femme préparait ce qu'on appelle le marma. Le marma dialha. Et il y a la trame, que vous allez voir tout à l'heure, et il y a, parce que là nous avons des échantillons de Hanbal qu'on a confectionnés ici, que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc je termine l'opération, et elle commence à faire ce qu'on appelle Argin. Alors la femme marocaine, elle était analphabète, dans la plupart des cas. Elle n'avait pas fait de mathématiques. Elle n'a pas la notion de distance, etc. Et pourtant, elle avait un génie inouï, dans ce sens où elle utilisait la notion de symétrie, au moment où elle ne sait pas, la notion de mesure, parce qu'elle ne savait pas, on mesurait juste avec le bras, ou tout simplement un morceau de bois.
parce qu'elle n'avait rien. Elle n'avait rien, c'est la bonne femme. Donc, elle travaillait à l'œil, et puis elle faisait des calculs. Et si vous constatez bien, là, par exemple, nous avons quelque chose qui ressemblerait à des algorithmes mathématiques. Les algorithmes, c'est ça. C'est quoi l'algorithme? L'algorithme, c'est une forme ou un dessin ou un objet qui se répète. L'algorithme qui est à la base de l'informatique. Donc vous voyez bien qu'il y a une symétrie extraordinaire, une finition formidable, et il y a le concept d'algorithme. Et il y a un mariage de couleurs. Donc il y a de la créativité, il y a de la patience, et il y a de l'endurance aussi, et de la persévérance. Les femmes faisaient ça pour elles. Elles faisaient ça pour elles, pas pour le vendre. Au début, c'était comme ça. Tout ce que faisait la femme, notamment berbère, c'était pour elle, pour ses enfants. Donc, elle empilait d'année en année tout ce qu'elle a fabriqué. Alors, le hanbel, c'est ça. Là, c'est ce qu'on appelle le hanbel. Et le hanbel, on l'utilisait aussi bien, on le mettait par terre, on se couvrait avec, des fois. C'était le bas de la tente. Là, le morceau que vous voyez là, c'est le bas d'une tente. Là, voilà. Là, c'est une bande qu'on utilisait dans les tentes, tout à fait au bas de la tente. La tente, il y avait un vide. Et on comblait ce vide avec ce genre de tapis. De hanbel plutôt. Donc, il y a de la créativité, il y a de l'esthétique, et il y a quelque part de l'amour. C'est un travail qui est fait avec amour. Moi, je présume qu'il y a derrière tout ça un amour, l'amour du métier, l'amour de ses enfants, parce qu'elle confectionnait ça pour ses enfants, l'amour pour elle-même, pour la famille. Et il y a quelque chose de très important, c'est que la femme transmettait non seulement ce savoir et ce savoir-faire à ses filles, mais elle transmettait avec aussi des valeurs. Et c'est comme ça qu'on transmet pratiquement et qu'on partage et qu'on véhicule un certain nombre de valeurs et qu'on transmet pratiquement, le patrimoine. Donc si ce patrimoine est toujours sauvegardé, c'est grâce à ces femmes et grâce aussi à des collectionneurs. Voilà, c'est ça notre patrimoine. Donc, comme je vous ai déjà dit, toujours nous restons dans le cadre du concept pédagogique des racines et des ailes, des projets de classe, et entre autres, le projet de classe que vous allez faire, vos camarades vont faire, dont le sujet sera pratiquement le tapis de hanbel. À un certain moment, j'avais ramené une bonne femme qui nous a confectionné ce sont des enfants comme vous, qui avaient fait ça en 1992. Ça a été fait à l'école. Donc ça, c'est comme ça qu'on travaille le hanbel. Le hanbel, c'est comme ça. Donc il y a même un travail où il y a le groupe scolaire Alexis, GSL. Voilà, GSL. Donc la femme, elle est restée avec nous une quinzaine de jours et nous avons travaillé avec les enfants, de nouveaux camarades, on fait ça et ils ont compris, ils ont fait pratiquement de petits travaux sur ce qu'on appelle les Zambiya. D'accord? Maintenant alors, il y a plusieurs régions qui étaient très connues. Alors, il y a tout d'abord des tapis citadins qui étaient faits dans les villes. Il y a des tapis qui étaient faits à la montagne ou dans la campagne. Les villes les plus connues pour le tapis qui était citadin, c'était la ville de Rabat et Mdiouna. Pour le tapis citadin.
il y a le tapis montagnard, il y a Taznacht, que vous voyez là, là c'est un tapis Taznacht. C'est un tapis Taznacht. Celui-là, c'est un tapis Arbati. Voilà, Arbati, c'est toujours un petit peu comme ça. Hein? Ça, c'est un tapis Arbati. Celui-là aussi, c'est un tapis Arbati, le voici. Donc, on commence à reconnaître un petit peu les tapis Arbati, d'accord? Bien. Alors, les tapis Arbati sont connus par justement ces différentes formes et ces coloris. Et il y a, on a dit Tajnar, c'est le Haut Atlas, la région de Marrakech, pour le tapis. Il y a Mknas Grouane, que nous allons voir, c'était le jaune. Il y a une dominance jaune, c'était Grouane. Grouane avait aussi, il faisait du tapis. Mais Grouane, c'est déjà la campagne. Il y a des tapis de Zemmour, la région de Khmissat, qu'on appelle Zemmouri. Il y a... Azmouri. Bien, voilà, Azmour. D'accord, c'est plus d'accord. Il y a Azmour, on dit Azmour, mais bon, les Arabes ont commencé à dire Zemmour, on dit Zemmour. Mais Azmour, c'est vrai, tu as raison, parce que c'est un nom berbère qui commence par A. Et là, nous avons pratiquement la région aussi de Zayan, c'est la région de Khnefra, la région de Mermoucha, également, elle était connue, la région de Bni Warain, que nous allons voir tout à l'heure, et la plupart de ces régions faisaient aussi bien le tapis que le hanbel, que la handira. Donc la femme, elle confectionnait tout. Jillaba dial rajlaha, l'handira dialha, l'ousada dialha, smad dial rajlaha, pour monter sur la couverture de cheval que nous allons voir. Donc on a tout ça, d'accord? Tout ça, la femme faisait pratiquement tout ça. Le mari, chacun avait son rôle et chacun apportait son savoir-faire pour le bien de la communauté. Là, le tapis de Grouane, c'est ça. Voilà, ça c'est un tapis de Grouane. Ça c'est un... Attention, s'il vous plaît. Ça c'est un hanbel de la région de Khnefra. Hanbel. Là, c'est Zemmour. Là, c'est un hanbel de Zemmour. Alors, Zemmour fait les pompons via le harir ou fait le mouzon. Margon le harir ou le mouzon. Et tout ça, c'est de la laine. Mais ça, c'était le harir. C'est de la vraie soie. Hein? Donc, on utilisait, pour décorer, on utilisait aussi bien la soie que le mouzon. Nous allons donc passer à l'autre... Est-ce que vous avez compris un petit peu ce qu'on nous parle? Alors, vous, regardez, je vous laisse regarder, on passera à l'autre... Regardez bien, si vous avez des questions à poser, il n'y a aucun problème. Vous voyez bien la symétrie, hein? Comment il a fait la bonne femme pour faire ça? Cette petite croix, regardez bien. Regardez la petite croix. Est-ce que c'est évident? Même au stylo, on ne peut pas faire ça, je crois. Hein? Mais admirez, c'est ça le mariage des couleurs aussi. Il y a du violet. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc ça dénote un certain goût. Un savoir-faire, une passion, de la patience. Vous voyez que la femme avait beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il faut admirer la femme marocaine. Eh oui, c'est ça. Ah ben c'est très bien. Il te l'a donné. Ah ben tu le gardes. Parce qu'on en trouve de moins en moins. Ça c'est un hanbel. Il y a des étrangers qui ont commencé à appeler ça kilim. C'est pas des kilim, c'est des hanbel. L'appellation exacte c'est le hanbel.
qui est de Ribra, il est beaucoup trop jaune, comme le sable. Comme le Sable. Comme le sable, oui, si ça te suggère du sable. Alors, effectivement, votre ami a eu une réaction qui est bien. Dans ce genre de situation, lorsqu'on visite, il faut laisser ces choses-là vous suggérer des sentiments. On ne fait pas que regarder. Ce sont des choses qui ont une vie, qui avaient une vie et qui ont toujours une vie. Et votre camarade, ce Hanbel, lui a dit quelque chose. Donc, lorsque nous visitons un musée ou une exposition, non seulement nous devons observer avec les yeux, mais nous devons laisser venir à nous ces choses-là. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? D'accord? Votre ami a pensé tout de suite au sable, donc à la plage. Elle commence à rêver. C'est ça, c'est une invitation au rêve. Lorsque vous visitez ce genre de musée, c'est pour vous une occasion extraordinaire et c'est une invitation au rêve. On a le droit de rêver, oui ou non? Oui. Bien. Comment la femme marocaine faisait des dessins dans le tapis? Ah ben là, c'est une très bonne question. Effectivement, elle avait ça. Il y a des formes. Il y a des formes et il y a des signes. La femme, d'une façon générale, et notamment la femme berbère, elles avaient des signes. Des signes porte-bonheur, des signes pour le mauvais œil, des signes de dessin de fleurs. Il y avait beaucoup de signes et elle avait emmagasiné dans son inconscient quelque part, même pas, il y a des dessins qu'elle n'a pas vus, mais qui ont été transmis parce que de génération en génération. Et elle avait ça en tête. Elle avait ça en tête et elle travaillait, elle calculait tout simplement, enfin je ne sais pas comment elle calculait parce qu'elle ne savait pas calculer, mais elle avait ce don de marier les couleurs, une mémoire extraordinaire, parce que pour faire ça, il faut de la mémoire, oui ou non? Oui. Il faut de la mémoire, parce que ce n'est pas les lettres de l'alphabet, c'est beaucoup plus complexe. Et il y a tout un langage qui est dégagé par ces signes. Donc tout ça, c'est des signes. Signes que c'est un petit peu long à expliquer, mais j'ai vos camarades, je ne sais plus quelle classe, ils ont, d'ailleurs, il y a un livre extraordinaire qui m'a été offert par le docteur Sijil Massi, et qui a détaillé ça d'une façon extraordinaire. Que veut dire chaque signe? Et puis, elle improvisait. Elle improvisait, tout en respectant des normes. Et puis, il y avait toujours sa maman qui était derrière. C'était sa maîtresse un peu. Ah, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça. Mais attention, lorsqu'on a fait une erreur, oui, c'est ça. Lorsqu'on a fait une erreur sur un tapis, eh ben c'est fini. L'erreur est pour la vie. Donc elle n'avait pas droit à l'erreur. Eh ben oui. Elle ne pouvait pas défaire. Elle ne pouvait pas défaire. Donc elle faisait du travail une fois pour toutes. Vous avez droit à l'erreur. Vous avez de la chance. Hein? Vous avez de la chance. On se trompe, c'est pas grave. Mais elle n'avait pas, elle devait tout simplement faire le travail comme il se devait. Hein. En combien de temps la femme berbère confectionnait le hanbel? C'est une très bonne question. Alors pour confectionner le hanbel, ça demandait des jours et des jours, des mois et des mois. Des mois et des mois. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la persévérance. Vous imaginez bien pour faire tous ces petits nœuds, tous ces dessins, ce mariage de couleurs et tout ça. Donc c'est un travail de fourmi. Et c'est un travail qui demandait énormément de temps. Du temps, de la concentration, de la créativité,
de la persévérance, de l'assurance, du goût. Et oui, et puis elle n'avait pas que ça à faire. Tout en faisant ça, elle avait la marmite à côté. Elle préparait à manger. D'accord? Tout en faisant ça. Vous avez de la chance. Elle doit être vraiment très... Elle doit avoir un goût très rapide. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Elles avaient du goût raffiné. Comme toi aussi tu as du goût raffiné. Difficile de faire ces petits trucs dans la zarbiya et dans le hanbal. Comment elle fait? D'accord, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors là, c'est joli, c'est fait pour l'école. Elle utilisait tout simplement des branches d'arbres. Des branches d'arbres. Et elle tendait ces fils-là, qu'on appelle la chaîne. La chaîne. Il y a deux femmes qui font la chaîne, Une fois la chaîne terminée, d'accord, elle mettait ces morceaux de roseau pour séparer la chaîne, et puis elle commençait à faire des nœuds, nœud par nœud, nœud par nœud, nœud par nœud. Elle n'avait pas de dessin. Par contre, les tapis rabatés, la bonne femme avait un dessin, mais la femme berbère n'avait pas de dessin. Elle ne travaillait pas avec des dessins, elle improvisait. Donc, ce qui fait que un coussin, chaque coussin est unique. D'accord? Ce n'est que dernièrement, mais avant, elle faisait à sa guise. Et là, elle commençait nœud par nœud, nœud par nœud. Il faisait au hasard. Non, pas au hasard. Non, il avait tout dans la tête. Il n'y a pas de hasard qui tienne. La preuve, ça c'est fait au hasard? Non, mais c'est étudié. Je veux dire qu'il ne savait pas encore faire les formes. Bah, elle faisait, même si elle ne savait pas encore faire les formes, elle arrivait à les faire. Parce qu'elle avait beaucoup d'imagination. D'accord? On passe dans l'autre espace, s'il vous plaît. Là, c'est ce qu'on appelle smad. Smad, la femme toujours préparée pour son époux, pour son mari. Cette sacoche qu'il mettait sur son cheval ou sur sa mule, et il mettait, sans manger, les choses à emporter avec lui. Et là, regardez très bien la finesse de ce travail qui est tout simplement inouï. Vous allez passer et regarder comme il faut. Alors, c'est fait avec de la soie et de la laine. Et c'est très, 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 très fin. Donc là, vous avez plusieurs genres de smad. Ça, c'est un smad, celui-là, un autre. Là, ce sont des coussins. Hada diel z'ir. Hada, c'est un coussin diel z'ir. Hada zmouri. Mkhda. La même chose ici. Là, ce morceau-là, le monsieur, il le mettait sur le cheval, sur le dos du cheval pour monter. Là aussi, il s'est fait à Zahir. Hada Hanbal Zayani, c'est le bas d'Yal Khima. Zayani, Hada Zayani. Alors là, ce sont des ceintures que les femmes confectionnaient également en laine. Et ça, c'est la région de Taznart, la région de Marrakech. Là, c'est un petit halbel de Mermoucha. Là, c'est une handira de Bni Waraïn. Bni Waraïn, c'est connu avec ces traits-là, ces rayures. Et les tapis de Bni Waraïn n'utilisaient pas des couleurs. Bni Waraïn utilisait juste la laine blanche et la laine noire.
Donc la plupart des tapis Bni Warayen, il y avait juste ça. De temps en temps, on trouvait le marron sur la Handira. Mais les tapis, généralement, c'était le noir et le blanc. Et ça faisait un résultat extraordinaire, compte tenu de sa simplicité. Là, c'est un tapis 19e siècle. C'est un tapis début 20e siècle, qui est plus grand que moi, parce que c'est le tapis de chez nous. C'est le tapis de ma famille, celui-là, de ma maman. Donc la mariée, quand elle se mariait, ça c'est un diona. C'est pas un rebâti, c'est un diona. Et la mariée, quand elle se mariait, on confectionnait et on prenait du temps. On prenait du temps et on prenait les mesures de la salle pour faire un tapis en conséquence. Donc, j'ai une relation assez spéciale avec ce tapis. Nous passons là à une nouvelle technique et de la laine. Vous voyez, comment c'était fait? Ils avaient du goût, ces gens-là, non? Oui, monsieur. Hein? Oui, monsieur. Ils avaient des tapis, ils avaient des handles, ils avaient des kilogrammes, c'est fabuleux. Oui. Hein? Vous avez aimé? Oui, monsieur. Oui. Monsieur, chaque tapis que la femme marocaine brodait, c'est comme si elle voulait nous transmettre un message. C'est sûr. Donc, il y a une transmission, effectivement, de messages. De messages qui sont très forts. Ah, écoute, là j'ai dit que c'était le tapis de ma mère, ah ben, j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion et avec beaucoup de nostalgie. Elle m'a transmis ça. Elle m'a donné d'ailleurs. Elle m'a dit tu le prends. D'accord? Parce qu'elle savait que je m'intéressais à ça. Et la femme, elle avait beaucoup d'attache à ces objets-là. Je ne pouvais pas les donner. Mais quand elle voulait transmettre les messages à ses enfants, elle donnait le meilleur qu'elle avait d'elle-même. Et c'est vrai, il y a une transmission. Et la plus grande transmission, c'est ce que je suis en train de faire avec vous, c'est de vous transmettre le patrimoine marocain pour que vous puissiez vous-même le sauvegarder un jour. Et peut-être un jour, vous serez des collectionneurs un petit peu comme moi. Je vous souhaite bon courage. Là, ce mini kilim, ça a été fait en 2009, ici même à l'institution. J'ai invité une dame de Khmisset et qui avait appris aux élèves à faire ce travail. Et ça a été fait par les élèves, sous sa direction bien entendu, en 2009. Et voilà, c'est fait à l'institution et c'est tout simplement très joli, merveilleux. Et ça tient toujours, et c'est aussi joli qu'en 2009. Là, vous avez tous les outils qu'on utilisait pour préparer les tapis, les hibels, pour préparer la laine, et qui étaient utilisés par les bonnes femmes. Voilà. Tout le matériel est là pratiquement. Tachel, éventuellement. Et tous les outils nécessaires à la femme. Donc c'était rudimentaire, mais c'était très efficace. هذه الناعورة اللي كانت تمكن المرأة باش تغزل الصوفة وتردها خيط. هذا ce qu'on appelle un nif. Un nif, la région du sud, c'était un burno, c'était un سلهام وسميتو النيف. نحيا في المنطقة ديال النيف. هذا également صماد. هذه غطاية ديال العود également un smad. Et là, le monsieur, il portait Slham quand il voulait sortir, et la femme portait
portait pratiquement l'hamdira. Maintenant, nous sommes dans un espace que nous avons essayé de reconstituer, une habitation berbère, avec pratiquement الحنابل والحنادر et tout, صينية ديال أتاي. Voilà, donc c'était très confortable, très chaleureux, et je vous souhaite bonne visite. ومرحبا بكم.